Stella. Présent. Karine Huette est absente et a donné pouvoir à Florence Talbourdel. Michel Molin est absent et a donné pouvoir à Patrice Lelièvre. Béatrice Riffaut. Présente. Julien Grégoire. Présent. Carole Jahan. Présent. Patrice Lelièvre. Malika Gallet. Présente. Bruno Chartier. Présent. Mélène Prodhomme est absente et a donné pouvoir à Bruno Chartier. Frédéric Amado, absent, sans pouvoir. Florence Talbourdel. Présent. Christine Dalba est absente et a donné un pouvoir à Béatrice Riffaut. Roselyne Lemestre. Présent. Cédric Huette est absent et a donné un pouvoir à M. Didier Talbourdel. Vanessa Lemestre. Christophe Mouich est absent et donné un pouvoir à Pascal Évin. Dominique Cadivois. Pascal Plissonneau. Marie-Christine Delahaye. Joël Join. Alain Delaunay. Mallory Pénanec a donné un pouvoir à Marie-Christine Delahaye et Hugues Pétrel, à première vue, j'ai pas de nouvelles. Voilà. Ok, donc nous pouvons commencer nos travaux. Le secrétaire de séance désigné mais volontaire, c'est M. Dominique Cadivois, que je remercie. Avant de commencer notre conseil, nous souhaitons faire une petite déclaration concernant le maire de Saint-Joachim et la maire de Bougnay. Et après, je donnerai la parole à Madame Delahaye, qui souhaite aussi faire une déclaration au nom de son groupe. Donc nous souhaitons par ces quelques mots soutenir le maire de Saint-Joachim, Raphaël Salin, et la maire de Bougnay, Sandra Impérial, visés par des actes de violence. Ces événements rappellent que les maires et élus locaux se trouvent en première ligne face à la colère d'une partie de la population. Cela est inhérent à leur fonction d'élus de proximité. Alors qu'auparavant, ils étaient perçus comme des interlocuteurs vers qui se tourner pour communiquer ses frustrations, ils cristallisent désormais la défiance envers l'État et la vie politique. C'est l'incarnation d'un malaise démocratique. Plus les tensions dans la société augmentent autour des enjeux d'inégalité et de qualité de vie, plus la population se détache des institutions, plus la tâche des maires et des élus devient difficile. En attaquant des maires et des élus, ce ne sont donc pas tant les hommes ou les femmes qui ont été agressés que ce qu'ils représentent, l'État, le gouvernement et la vie politique. Nous nous devions de transmettre ce message de soutien à tous nos collègues élus. Je vous remercie. Madame Delahaye, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. Moi, c'est à propos de l'usine Yara. Oui, Voilà, nous vous écoutons. merci. Depuis des années, Yara France traîne une réputation désastreuse pour son peu d'empressement à se soumettre aux normes environnementales dans l'usine de Montoire. La multinationale norvégienne vient d'annoncer qu'elle comptait fermer son site de production. Le licenciement de 139 des 170 salariés tombe comme un coup près, dans un contexte social difficile. Notre groupe Montoire pour tous, Rassemblement de la gauche, soupçonne l'entreprise de délaisser le secteur production pour ne pas avoir à endosser le coût financier d'une remise aux normes. Yara France ne veut conserver que la partie du site s'occupant du stockage. Elle affirme que l'usine de Montoire perdait 40 millions d'euros fin septembre. Cependant, cela n'a pas empêché la multinationale de réaliser au troisième trimestre environ 370 millions d'euros d'excédent brut d'exploitation, indicateur mesurant la rentabilité. Depuis 2020, l'usine a été inspectée pas moins de 17 fois par des agents de la DREAL, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, chargés d'inspecter le sérieux des installations industrielles sensibles. Nous vous rappelons que Yara est classée en zone Seveso. Il suffit de consulter les rapports pour mesurer l'ampleur du problème. À chaque fois, la direction a préféré payer des astreintes financières plutôt que de se remettre aux normes. Pendant la pandémie de Covid-19, l'usine nécessaire aux besoins de la nation devait continuer à produire. Mais aujourd'hui, les travailleuses et travailleurs sont devenus une charge pour les profits de la multinationale norvégienne. Le maintien en activité minimum pour stocker et commercialiser les produits changera-t-il les problèmes ? Quels moyens seront maintenus pour la surveillance de cette usine
qui ne deviendra pas moins dangereuse en termes de risques industriels. La volonté politique de désindustrialisation est prônée par le gouvernement qui a du mal à démontrer un bilan positif. Réindustrialisation, pardon. Je relis la phrase. La volonté politique de réindustrialisation est prônée par le gouvernement qui a du mal à démontrer un bilan positif, qui conforte la France en queue de peloton de l'emploi industriel en Europe et qui laisse notre pays toujours aussi dépendant de ses partenaires commerciaux. Et là, que fait-il? Est-ce une inaction coupable? Yara va jeter ses salariés dans la précarité, alors que le gouvernement mène une politique toujours plus répressive vers les travailleuses et les travailleurs privés d'emploi par le biais de ses réformes de l'assurance chômage et de sa nouvelle loi dite plein emploi, que le Sénat vient de durcir. Notre groupe Montoire pour tous appuiera toutes les démarches des organisations syndicales pour pérenniser ces emplois industriels sur notre territoire. La réunion du 23 novembre à Paris sur le plan de sauvegarde de l'emploi doit concrétiser cette volonté. Nous souhaitons que le Conseil municipal prenne une délibération dans ce sens. Merci de votre attention. Je vous remercie, Mme Delahaye. Alors, je ne ferai pas de commentaires parce qu'en ce moment, donc, on ne connaît pas encore les modalités de maintien du site. On ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui va être stocké. Donc, effectivement, il y a une réunion prévue le 21 novembre à Paris et le 22 novembre à Montoire. J'ignorais la réunion du 23. Le sous-préfet m'a dit qu'il avait eu un échange entre lui, le préfet et le directeur de chez Yara France. Je vous remercie de votre solidarité envers les salariés. J'aurais aussi aimé vous voir ces dernières années un peu plus présent sur les manifestations pour soutenir notre action envers... alors je vais le dire parce que de toute façon, vu tout ce que j'ai comme casserole en ce moment, envers ces patrons voyous, et je pèse encore mes mots, même si ce n'est pas le lieu ici de faire des manifestations, mais voilà, donc je me réjouis de vous voir solidaire des salariés, et je me réjouis d'avance de vous sentir à nos côtés pour lutter contre ces patrons voyous qui ne pensent qu'au niveau des résultats et non pas d'amélioration de leur outil de travail, puisque les chiffres que vous annoncez, alors les 40 millions d'euros, effectivement, puisque c'est le directeur lui-même de Yara France, de Yara Montoire qui nous les a donnés, donc ce n'est pas contestable. Le groupe aujourd'hui fait quasiment 2,5 milliards de résultats nets. Donc mettre 100 millions d'euros dans la table pour rénover un outil qui est vieillissant, pour moi, ça me paraissait légitime. Voilà, de toute façon, cette décision-là, elle a dû être prise déjà depuis longtemps. Et moi, je le regrette, et c'est forcément au détriment des salariés qui se sont saignés pour cette entreprise depuis l'ouverture. Et c'est vrai que depuis 20 ans, je vois que vous avez pris conscience, mais autant que je sache, quand vous étiez aux manettes au niveau de la municipalité de Montoire, je n'ai pas senti cet engouement que vous avez aujourd'hui soudain sur cette entreprise et envers ses salariés. Mais je prends note que vous allez être solidaire de ces salariés, et je ne manquerai pas de vous le rappeler quand on aura peut-être des manifestations à organiser pour soutenir ce groupe. En tout cas, merci de votre communiqué. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Oui, Monsieur Delaunay. Oui, on avait une petite déclaration également à faire par rapport à Yara. Pas de problème. Donc, Yara, avec ses solutions de facilité. Yara, constamment rappelé à l'ordre pour sa non-conformité environnementale, vient, sous prétexte d'une situation déficitaire, d'annoncer la suppression de 139 postes, soit plus de 80% de ses effectifs. Fermer plutôt que financer des mises aux normes, solution de facilité. Les élus, les associations ont maintes fois dénoncé le laxisme et le mépris de Yara France pour la réglementation. Fermer l'usine de production relève d'un cynisme assuré de la part de la multinationale qui se retranche derrière une procédure de licenciement économique
Encore une solution de facilité. Du cynisme, Yara en a à revendre. Pour preuve, le récent décès d'un homme de 50 ans qui travaillait au-dessus de la sphère d'ammoniac, accident qui semble être minimisé parce que ce pauvre homme relevait du statut d'intérimaire. Privilégier la casse sociale aux exigences écologiques, solution de facilité pour Yara France, oubliant ainsi les préjudices subis par les employés, leurs familles et la région montoirine. Je te remercie, Alain. Alors, juste pour ajouter, parce que bon, le dossier de Yara, on n'a pas fini d'en entendre parler, il faut savoir que dans le même temps, on veut fermer Montoire ou faire une unité de stockage plutôt qu'une unité de production. Le groupe Yara est en train de construire une usine flambante neuve au Royaume-Uni pour préparer l'engrais du futur. Enfin, j'ai même dit à un moment donné un engrais bio, mais je me suis dit, je suis en train de dire une bêtise, parce qu'un engrais, voilà. Enfin, on va dire un engrais un peu plus vertueux. Bon, je prends acte. Alors, quand on m'a posé la question, selon vous, pourquoi ils font construire une usine nouvelle, ben, je dis parce qu'une usine nouvelle, ça permet d'avoir des subventions, que de réparer une usine en mauvais état à Montoire-de-Bretagne, ça ne donne rien du tout. Donc voilà, ça prouve encore bien, et te rejoins, Alain, quand tu dis le cynisme de ces chefs d'entreprise. C'est vraiment avec du cynisme qu'on fait une casse sociale plutôt que en rappelant, pour le petit historique, que logiquement, les dirigeants de chez Yara avaient jusqu'au 30 octobre, enfin fin octobre, on va dire, pour remettre une feuille de route digne de ce nom par rapport à la remise en état du site, et en guise de plan de redressement, on a un plan de licenciement. Donc ben voilà, dont acte. Donc les gens, aujourd'hui, c'est les salariés qui en payent les pots cassés. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ces propos, ou on poursuit notre ordre du jour? En tout cas, je vous remercie de vos interventions. Et puis, affaire à suivre, parce que c'est pas fini. Donc, approbation du procès-verbal du Conseil municipal du vendredi 6 octobre. Donc, le procès-verbal du Conseil municipal du 6 octobre a été adressé par mail à l'ensemble des élus le 27 octobre 2023. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur ce sujet? Oui, Monsieur Jouan. Oui. Mets ton micro, s'il te plaît. Donc, ce procès-verbal, éventuellement, on va s'abstenir, parce qu'il ne reprend pas tous les propos que tu as tenus pendant le dernier conseil. Ah, c'est-à-dire? Il y a des choses qui ont été dites, et puis notamment après la prise de parole de Madame Delahaye. Donc, sur quel sujet, Joël? Alors, sur la page 17. Entre Madame Delahaye et toi, il y a certaines choses qui ont été dites et qui ne sont pas reprises. Ah, bah écoute, on va relire les cassettes. Et puis à la fin aussi, quand tu as donné... Et c'était sur quel sujet, pardon, Joël? C'était sur le centre-bourg, oui, le cœur de... Ah, le cœur, d'accord. Centre-ville. Et puis à la fin, quand tu as donné la parole au public aussi, toute ta première partie n'est pas reprise. Oui, alors normalement, quand je donne la parole au public, le conseil est terminé, donc c'est la fin du conseil, oui, et là, je réponds... Non, mais je veux bien, mais là, pourquoi il y a une partie qui n'est pas reprise? Ah, il y a une partie qui a été reprise? Non, c'est la partie, quand le public prend la parole, vous l'entendez, mais on n'a pas d'enregistrement. Oui. Non, c'est pas la parole, c'était monsieur le maire qui répondait. Oui. Cette partie-là n'est pas... entendre la question. Oui, mais cette partie-là n'est pas reprise. Oui, alors normalement, on ne doit pas la reprendre, puisque le conseil municipal, je clôture le conseil municipal, d'ailleurs, si vous relisez, si vous regardez en vidéo tous les anciens conseils municipaux, je clôture le conseil municipal et je donne la parole au public quand il y a du public présent. Et normalement, quand je donne la parole au public, logiquement, alors sauf à l'exception, le cas de la maison médicale où on a commencé par la parole au public, mais là, en fin de conseil, le conseil est terminé et après, on donne la parole au public, et cette parole au public, c'est un échange libre, ce n'est pas repris dans les comptes rendus du conseil municipal. Alors si on a repris mes propos, c'est une erreur. On en reprend une partie. C'est une erreur. Normalement, on n'aurait pas dû. Ok, d'autres observations ou commentaires? Donc je la mets à votre approbation. Donc qui est contre? Abstention? Donc 3 abstentions. Je vous remercie. Le sujet suivant, décision budgétaire modificative numéro 5, présentation faite par M. Pascal Évin, adjoint aux finances et aux marchés publics.
Bonsoir à tous. En application de l'article L 1612-11 du CGCT, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent. Le budget primitif 2023 du budget principal a été adopté par le conseil municipal au cours de sa séance du 23 mars 2023. Des modifications sont nécessaires pour permettre de faire face aux besoins nouveaux, portant sur les frais de personnel, notamment abondement des articles relatifs aux indemnités pour versement de la prime inflation et prime JPA en fin d'année, ajustement des crédits sur l'article admission en non-valeur suite aux données transmises par la DGFiP, travaux complémentaires en opération 164, restructuration du restaurant scolaire, et enfin abondement de l'article 651.2, informatique en nuage. Vu l'avis favorable de la Commission Finances du 7 novembre 2023, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver la décision budgétaire modificative numéro 5, décrite dans le tableau ci-dessous, et qui reprend en fait ce que je viens de dire. Merci Pascal. Y a-t-il des commentaires, des observations sur cette délibération? Je n'en vois pas. Je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant, mise à jour du calcul de la redevance au titre de l'occupation du domaine public pour les ouvrages de distribution de gaz naturel GRDF. Présentation faite par M. Pascal Évin, adjoint aux finances et aux marchés publics. Conformément aux articles L 2333-84 à L 2333-86 du Code général des collectivités territoriales, les concessionnaires de réseau sont tenus de s'acquitter auprès des collectivités d'une redevance au titre de l'occupation du domaine public pour les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz. Suivant le décret 2007-606 du 25 avril 2007, le montant de la redevance est fixé par le conseil municipal dans la limite du plafond défini par la formule suivante. Donc 35 millièmes d'euros multipliés par la longueur plus 100 euros multipliés par 1,39. Considérant qu'une canalisation de gaz de 40 687 mètres de longueur traverse le domaine public communal et qu'elle est exploitée par GRDF, il convient de fixer le montant de la redevance annuelle due par le concessionnaire à la commune de Montagne-de-Bretagne au niveau de 2 118 euros. Une redevance est également établie au titre de l'occupation provisoire selon la formule suivante. Donc 35 centimes d'euros multipliés par L multiplié par CR. Elle s'établit à 145 euros. L étant la longueur en mètres des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de l'année précédente, celle au titre de laquelle la redevance est due, soit 347 mètres pour montoir. CR est le taux de revalorisation de la RODP 2023, soit 1,19. Pour le calcul de la redevance au titre de l'année 2023, les plafonds des redevances dues s'établissent respectivement à 2118 euros et 145 euros. Vu l'avis de la Commission Finances en date du 7 novembre 2023, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir fixer le montant de ces redevances communales à leur plafond, soit 2263 euros, et autoriser Monsieur le maire à établir le titre de recette correspondant. Merci Pascal. Bon, c'est une délibération qu'on a l'habitude de prendre régulièrement. Y a-t-il malgré tout des commentaires ou des observations à faire sur ce sujet? Question. Ouais, vas-y. Bonsoir à tous. Je voulais savoir, l'on sait, on n'a pas le gaz de ville, alors certainement qu'il y a d'autres quartiers à Montoir. Pour quelle raison? Et est-ce qu'un jour, on va l'avoir? Après, on ne peut peut-être pas me donner la réponse aujourd'hui. Mais... non, je ne pense pas. Non. C'est une vaste question. C'est dans le même genre. Là, ça va faire peut-être tousser certaines personnes. On a le même problème avec la fibre, qui est à mon avis beaucoup plus importante pour les Montoirins que le gaz naturel. Donc là, nous étions en réunion, alors même si ce n'est pas dans le sujet, mais comme ça intéresse aussi les Montoirins, notre intermédiaire Orange travaille avec une autre société qui nous a assuré la semaine dernière, j'étais à une réunion avec Bruno Chartier, que fin 2025, tout Montoire serait fibré. Alors, on a jusqu'au 25 décembre pour croire au Père Noël. Merci, Monsieur Chartier. Donc, pour en revenir à l'occupation du domaine public pour les ouvrages de gaz, y a-t-il, mis à part cette observation de Monsieur
Baptistella. Y a-t-il d'autres interrogations ou commentaires? Il n'y en a pas. Je vous la mets à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Mise à jour des méthodes d'amortissement, présentation faite par M. Pascal Évin, toujours adjoint aux finances et aux marchés publics. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article R 2321-1, qui explicite le champ d'application des amortissements, la dotation aux amortissements constitue une dépense obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants pour l'actif immobilisé, à l'exception des frais d'études et d'insertion suivis de réalisation, des terrains autres que les gisements de terrain, des biens immeubles non productifs de revenus, des œuvres d'art et des immobilisations affectées, concédées, affirmées ou mises à disposition. L'amortissement des réseaux et installations de voirie reste facultatif. Les amortissements permettent de constater chaque année la dépréciation des biens tout en dégageant une ressource destinée à les renouveler. Vu l'instruction budgétaire et comptable M57, vu la délibération du Conseil municipal du 2 juin 2023 adoptant le référentiel budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2024, vu l'avis favorable de la Commission Finances du 7 novembre 2023, considérant que la M57 a modifié à partir du 1er janvier 2024 et non pas 2021 les subdivisions comptables des natures 216 de la M14 relatives aux collections et œuvres d'art, les comptes 216 de la M57 sont désormais relatifs aux biens historiques et culturels dont les subdivisions concernant les dépenses ultérieures immobilisées, soit les travaux réalisés sur un bien historique ou culturel de type restauration, deviennent amortissables et pour lesquels il est donc nécessaire de définir une durée d'amortissement. Les durées d'amortissement sont par ailleurs fixées librement par l'Assemblée délibérante pour chaque catégorie de biens, à l'exception, premièrement, des frais relatifs aux documents d'urbanisme visés à l'article L 121-7 du Code de l'urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de 10 ans. Deuxièmement, des frais d'études non suivis de réalisation obligatoirement amortis sur une durée maximum de 5 ans. Troisièmement, des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de 5 ans en cas de réussite du projet et immédiatement pour leur totalité en cas d'échec. Quatrièmement, des frais d'insertion amortis sur une durée maximum de 5 ans en cas d'échec du projet d'investissement. Et cinquièmement, des subventions d'équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de 5 ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, 30 ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations, et 40 ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national. Comme par le passé pour les autres catégories de dépenses, la durée d'amortissement doit correspondre à la durée probable d'utilisation. Aussi, il est donc proposé de se rapprocher des durées d'amortissement appliquées en M14. En conséquence, les nouvelles durées d'amortissement allouées sont précisées dans le tableau ci-après et elles s'appliqueront après le passage de la M14 en M57, donc pour tous les biens acquis à compter du 1er janvier 2024. L'instruction M57 prévoit également que l'amortissement au prorata temporis est calculé pour chaque catégorie d'immobilisation à compter de la date effective d'entrée en service du bien dans le patrimoine de la collectivité. Aussi, il est proposé de retenir comme date de mise en service soit la date de paiement, c'est-à-dire l'émission du dernier mandat pour tous les biens acquis et subventions d'équipement versées, ou alors la date de la réception de travaux lorsqu'elle existe pour les opérations de travaux et la date du dernier titre pour les subventions reçues. Par ailleurs, pour les biens de faible valeur, donc inférieurs à 2 500 €, en dessous de laquelle l'amortissement sera effectué en une année au cours de l'exercice suivant leur acquisition sans calcul du prorata temporis, il est proposé qu'ils soient sortis de l'actif et de l'inventaire comptable de l'ordonnateur dès qu'ils sont intégralement amortis, c'est-à-dire au 31 décembre de l'année qui suit celle de leur acquisition. Il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir adopter le principe de l'amortissement au prorata temporis, fixer les durées d'amortissement par nature de bien comme récapitulé dans le tableau ci-dessus, décider que les dates de mise en service du bien retenu seront celles indiquées par catégorie dans le tableau ci-dessus, et autoriser la sortie de l'actif et de l'inventaire comptable de l'ordonnateur des biens de faible valeur, donc inférieurs à 2 500 €, dès qu'ils ont été intégralement amortis, c'est-à-dire au 31 décembre de l'année qui suit celle de leur acquisition. Merci Pascal. On aurait préféré un peu plus de poésie dans cette délibération sur la mise à jour des méthodes d'amortissement, mais voilà. Donc le passage à la M57
ne laisse pas de place aux poètes. Y a-t-il des observations ou des commentaires sur cette délibération? Il n'y en a pas, donc je la soumets à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Admission en non-valeur et créance éteinte par jugement. Présentation faite par M. Pascal Évin, toujours adjoint aux finances et aux marchés publics. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1617-5 et R 1617-24, vu l'instruction budgétaire et comptable M14, considérant l'avis transmis par le trésorier, considérant que les pertes sur créances irrécouvrables se décomposent en deux groupes. D'une part, les créances admises en non-valeur, inscrites au compte 654.1, donc pour 5 797 € et 9 centimes, dont 2 972 € concernent la restauration scolaire, 2 197 € concernent la fourrière automobile, le solde se partageant entre les prestations du multi-accueil et la taxe sur les enseignes, soit au total 117 factures irrécouvrables pour 62 débiteurs. D'autre part, les créances éteintes inscrites au compte 654.2 pour 73,80 € sur décision du tribunal d'instance dans le cadre d'une procédure de surendettement notamment. Les créances éteintes s'imposent à la collectivité et s'opposent à toute action en recouvrement du comptable public, mais elles doivent toutefois être entérinées par l'Assemblée délibérante. Les admissions en non-valeur présentées aujourd'hui par le comptable concernent les postes décrits dans l'annexe 1. Les créances éteintes présentées aujourd'hui par le comptable ne concernent qu'un dossier. Considérant l'avis favorable de la Commission finances du 7 novembre 2023, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver les admissions en non-valeur d'une part, puis d'autre part, entériner la décision du tribunal d'instance et accepter les mouvements comptables associés. Merci Pascal. Là aussi, c'est des délibérations qu'on voit régulièrement en fin d'année. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur ce sujet? Je n'en vois pas. Je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant, transfert de compétences, action sociale d'intérêt communautaire, mission du CLIC pilotage, commission locale d'évaluation des charges transférées, autrement dit CLECT, approbation du rapport du 17 octobre 2023, présentation faite par M. Pascal Évin, toujours adjoint aux finances et aux marchés publics. Par délibération en date du 28 juin 2022, Saint-Nazaire Agglomération La Carène s'est dotée de la compétence d'action sociale d'intérêt communautaire. Les 10 communes Saint-Nazaire Agglomération La Carène ont ensuite été invitées à délibérer sur ce transfert de compétences, le processus s'étant complet par l'arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2022 portant modification des statuts de La Carène. Par délibération en date du 4 avril 2023, le Conseil communautaire a approuvé la définition de cette compétence comme intégrant les champs suivants: l'accueil, l'information et l'orientation pour les personnes âgées et leur entourage, l'évaluation des besoins de la personne et l'élaboration d'un plan d'aide individuel, la mise en œuvre, le suivi et la coordination du plan d'aide personnalisé avec les intervenants extérieurs et les actions collectives proposées aux communes et autres partenaires. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, le Centre intercommunal d'action sociale, donc le CIAS, nouvellement créé, assurera les missions de relevant dans la compétence d'action sociale d'intérêt communautaire, comme précisé dans la délibération précitée du 4 avril 2023, soit les missions de CLIC pilotage. Pour rappel, le CIAS sera géré par un conseil d'administration composé de 32 membres, dont 16 élus communautaires et 16 membres nommés par le président de la communauté d'agglomération. Chaque transfert de compétences doit être soumis à la commission locale d'évaluation des transferts de charges, donc la CLECT. Cette commission, créée par délibération du conseil communautaire en date du 15 septembre 2020, a pour mission d'évaluer les charges afférentes à chacune des compétences transférées, lesquelles sont imputées sur l'attribution de compensation, donc classée, versée par Saint-Nazaire Agglomération La Carène à chacune des communes visées. La CLECT s'est ainsi réunie le 17 octobre dernier afin d'évaluer les charges consécutives au transfert de la compétence action sociale d'intérêt communautaire, CLIC pilotage, conformément à l'article 1609 nonise C du Code général des impôts. Le rapport de la commission ci-joint, donc en annexe 2, est soumis au vote des conseils municipaux des communes membres de Saint-Nazaire Agglomération La Carène. Le présent rapport est adopté si la majorité qualifiée est atteinte. Saint-Nazaire Agglomération La Carène entérinera par délibération de son conseil communautaire le vote en résultant.
les membres de la CLECT proposent de retenir sur le prélèvement de l'attribution de compensation des communes membres le montant versé par chacune des communes au titre du CLIC pour l'année 2022, soit 2,85 € par habitant de plus de 60 ans sur la base de l'INSEE 2018. Ainsi, au titre de notre commune, la somme qui sera versée sur l'attribution de compensation par Saint-Nazaire Agglomération La Carène au titre de 2024 sera de 4 699,65 €. Il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver le rapport de la CLECT du 17 octobre 2023, donc en annexe 2, actant que ce transfert de compétences relatif au SIAS entraînera un prélèvement de 4 699,65 € sur la C 2024. Merci Pascal. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur ce sujet? Oui, Monsieur Jouan. Juste une question. Les 4 699,65, là maintenant que c'est l'attribution de compensation, ça sera tous les ans le même montant ou ça sera comme maintenant réévalué tous les ans? C'est évalué en fonction du nombre d'habitants de plus de 60 ans. C'est pas bloqué? Non. Non. Alors que plus on aura d'habitants Non, mais de j'avais plus de 60 pensé ans, que plus dans ça va la mesure augmenter. où c'était l'attribution, le montant était bloqué. Ouais, non, là ça évoluera en fonction du nombre Vous voulez d'habitants. intervenir ? Donc ça ne change rien. Non. D'autres observations, interrogations? Je soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant, modification du tableau des effectifs, création de postes. Présentation faite par Monsieur Didier Talbourdel, adjoint aux ressources humaines. Bonsoir. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, conformément à l'article L. 313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité et établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il est proposé à l'Assemblée la création d'un emploi permanent à temps complet au grade d'attaché territorial à compter du 20 novembre pour exercer les missions de direction du pôle loisirs et population. Cet emploi doit être pourvu par un fonctionnaire de cadre d'emploi des attachés. Son niveau de recrutement et de rémunération sont définis selon les grilles indiciaires de son grade au sein du cadre d'emploi des attachés territoriaux, plus RICEP, plus indemnité de résidence et supplément familial de traitement, si concerné forcément, plus prime de fin d'année. Considérant l'avis de la Commission des ressources humaines du 9 novembre 2023, considérant l'avis du CST du 9 novembre 2023 sur la proposition des modifications de l'organigramme, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir autoriser la création d'emplois précités et de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs. Autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Les dépenses sont imputées à l'article 64-131 du budget principal de la commune. Merci Didier. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur le sujet? Monsieur Jouan. Oui. Sur l'organigramme, là justement, pôle loisirs et population, en citoyenneté et accueil, il y a une croix. Ça veut dire qu'il y a une embauche de prévu ou c'est quoi? On a un départ en retraite d'un agent et donc on va compenser derrière le départ en retraite de l'agent. Oui, mais il est là actuellement, il y a quelqu'un actuellement. Pour là. l'instant, il a pas été recruté encore. Mais la personne est toujours en activité. Ah oui, la personne n'est pas... Parce que dans une croix, on aurait pu mettre un nom alors. Non, bah oui, mais... Ouais. D'accord. En 2021, donc, nous avions 162 agents. En 2022, on est passé à 180 au 31-12, soit un taux de masse salariale de 61,33 en 2022. On a eu 47 arrivées, 29 départs. Certaines embauches ont été effectuées sans qu'il y ait d'appel en interne, d'après ce qu'on m'a dit. Donc, et compte tenu de l'évolution donc, du personnel, nous aurions préféré une restructuration des différents services. Nous voterons donc contre la création du poste de direction loisirs et population mission transverse. Alors, il y a dans ces entrées-sorties, il y a des entrées et sorties. Il y a pas. Par contre, je suis étonné parce que à chaque CST où normalement tu es présent, tu n'en as loupé aucune. On a toujours expliqué l'évolution du personnel et je suis étonné que tu fasses ta remarque en conseil municipal et qu'en CST, tu ne fasses pas des remarques. Les éléments, je les ai eus que ce jour-là. Je ne les avais pas avant. Non, mais alors, sur le coup de l'organigramme, je veux bien, mais quand tu fais le décompte des entrées et des sorties,
La synthèse là, du RSU, on l'a Oui. eu ce jour-là. Ouais, alors le RSU, en plus, il est erroné. Il y a, alors les RSU, le CDG avait une nouvelle présentation à nous faire, sauf que quand on donne des renseignements, eux le remplissent et ils nous envoient. Quand on a lu le document, on était plusieurs à voir. Tu parles de 180 et quelques emplois. Sur le nouveau, on avait 300. On avait 300 salariés, 300 agents. Donc il y avait des bêtises, quoi. Et donc on a demandé de nous le revoir. On nous a renvoyé des documents, sauf que entre les informations fournies pour remplir le premier document et les informations qu'on a eues sur le deuxième document, il nous en manque. Donc c'est pour ça que au niveau du CST et à la commission RH, on a reporté ce document-là parce que nous on veut un document complet et juste, c'est-à-dire qu'on le vérifie avant. Donc ne m'en veuillez pas, si vous me donnez des informations fausses, je réagis. Sauf que les informations que tu as citées, ce sont sur un document qu'on n'a pas travaillé ni en RH ni en CST parce qu'on justement on a dit qu'il y avait des Il était erreurs faux. dedans. Donc il ne fallait pas en tenir compte. C'est celui que vous nous avez donné en CST. Hein. Oui, mais c'est ce qu'on t'a précisé en CST, que ce document était erroné. Je n'ai pas le souvenir de ça. Bah, on n'a pas analysé, on a dit qu'on reportait au prochain Je CST. pense que Alain était présent. Ah, t'étais pas là, effectivement, t'étais excusé. Excuse-moi. Mais on a dit qu'il était erroné et qu'on revoyait ça au prochain CST au mois de décembre. Donc, où tu as été distrait quand on a dit ça. Mais on vous donnera les bons éléments, vous inquiétez pas. Par contre, Il n'y a pas de souci de ce côté-là. On reste contre la création. Ok. Y a-t-il d'autres interventions ou d'autres observations? Il n'y en a pas. Donc je la soumets à votre approbation. Donc y a-t-il des avis contraires? Donc 3, pardon. Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant, institution de la prime de pouvoir d'achat pour 2023, présentation faite par Monsieur Didier Talbourdel, adjoint aux ressources humaines. Un incident technique. Ah, 27, 24. Didier, tu peux y aller. D'accord. Vu le Code général de la collectivité territoriale, vu le Code général de la fonction publique, vu la loi de 19 juillet 2022 sur le pouvoir d'achat, vu le décret du 31 juillet 2023 portant création de la prime pouvoir d'achat et ses modalités d'application pour les fonctions publiques d'État et hospitalières, vu le décret du 31 octobre 2023 portant création de la prime pouvoir d'achat pour la fonction publique territoriale, sur le document que les responsables de groupe ont eu, cette ligne-là que je viens de lire, vous ne l'avez pas eu. Elle n'y est pas marquée, mais ça ne change rien. C'est simplement pour préciser que les territoriaux ont aussi le droit, il y a un décret. Vu l'avis de la Commission aux ressources humaines du 9 novembre 2023, vu l'avis du CST du 9 novembre 2023, l'organe délibérant peut instituer, après avis du comité social compétent, une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle forfaitaire. La prime est en outre réservée aux agents recrutés avant le 1er janvier 2023, encore en emploi au 30 juin 2023, et ayant perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 € entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, soit 3 250 € brut mensuels. Lorsqu'un agent est employé par plusieurs collectivités, chaque collectivité employeuse verse une part de la prime à proportion de la rémunération qu'elle lui verse. Pour les agents à temps partiel, le montant de la prime est calculé au prorata de la quantité de travail. Pour les collectivités locales, la prime est facultative et si les collectivités décident de la verser, elle peut fixer des montants différents de ceux s'appliquant aux deux autres fonctions publiques, État et hospitalières, dans la mesure où elles respectent des plafonds instaurés par les dits décrets. Il est proposé au conseil municipal de fixer un montant unique de 300 € pour tous les agents éligibles. Il est également précisé que la commune, se conformant aux éléments du décret numéro 2023-1006 du 31 octobre 2023, éléments de rémunération non pris en compte pour déterminer l'éligibilité à la prime, ses modalités de mise en œuvre pour les agents n'ayant pas été employés et rémunérés pendant la totalité de la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 notamment, et que le versement se fera en une seule fois au mois de décembre 2023.
Une décision budgétaire modificative est présentée au présent Conseil afin de prévoir les crédits nécessaires au paiement de cette prime sur le chapitre 12, soit 50 000 € pour affectation des dépenses imprévues au budget 2023. Il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir décider le versement de la prime pouvoir d'achat à l'ensemble des agents éligibles, de fixer le montant de la prime de 300 € net, somme plafond pour l'ensemble des agents dont le revenu est compris entre 23 700 et 39 000 annuels bruts, de dire que cette prime sera versée en une seule fois au mois de décembre 2023, d'autoriser l'affectation des dépenses imprévues au chapitre 12 pour le versement de cette prime. Merci. Merci Didier. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur ce sujet? Il n'y en a pas. Je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie et je vous remercie aussi pour nos agents. Sujet suivant, révision des statuts du parc naturel régional de Brière, présentation faite par Monsieur Bruno Chartier, adjoint aux travaux, voirie et environnement. Bonsoir. Pour rappel, la commune de Montagne-de-Bretagne adhère au parc naturel régional de Brière. La commune a été sollicitée par le parc de Brière afin de se prononcer sur une proposition de révision statutaire délibérée en comité syndical le 13 septembre dernier. L'objectif poursuivi par le parc est d'anticiper les évolutions et mettre en adéquation durablement les besoins et ressources afin de maintenir un programme d'action ambitieux en prenant en compte notamment les éléments suivants: l'évolution du point d'indice, la revalorisation des grilles salariales, le glissement vieillesse-technicité, l'inflation. Les participations statutaires permettent de développer un programme d'action varié avec notamment des actions pédagogiques, projets fédérateurs, accueil de classe, les rendez-vous du parc constitués d'animations de grand public, la mise en place de la marque Valeur Parc, les atlas de biodiversité, le projet alimentaire territorial, le projet sortilège en Brière, les projets port de Brière, les marchés d'été et de Noël. La participation communale passerait de 1,10 € par habitant à 1,28 € habitant sur 3 ans. À titre d'information, la participation annuelle 2024-2026 à population constante pour la commune de Montagne-de-Bretagne s'élèverait à 8 046 € pour 2024, 8 883 € pour 2025 et 9 320 € pour 2026. L'avis de la commune est requis sur cette proposition avant le 18 décembre 2023. Vu la délibération du comité syndical du parc naturel régional de Brière du 13 septembre 2023, proposant des modifications statutaires, vu l'avis favorable de la commission urbanisme-environnement en date du 21 septembre 2023, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir émettre un avis au projet de révision de la participation statutaire engagé par le parc naturel régional, voire l'annexe numéro 3. Merci Bruno. Y a-t-il des interrogations ou des observations ou des commentaires sur ce sujet? Je n'en vois pas. Je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant, implantation d'une antenne de télécommunication au complexe sportif pour Free Télécom, approbation de la convention de location et autorisation de signature de Monsieur le maire, présentation faite par Monsieur Bruno Chartier, adjoint aux travaux, voirie et environnement. La société Free Mobile a sollicité la commune de Montoir-de-Bretagne en vue de l'installation d'une antenne relais dédiée à des services de communication. L'emplacement concerné se trouve au sein du complexe sportif sur une parcelle cadastrée AC 463. Le projet consiste à installer sur un pylône tubulaire blanc des antennes relais, le tout relié à une zone technique. Il est fait l'objet d'un dossier d'information du public mis à disposition en mairie. Afin de réaliser cette installation, un bail est proposé et portera sur une surface d'occupation de 66 m². Le dit bail sera établi sur une durée de 12 ans, prorogeable par période de 6 années. Elle donnera lieu à un versement de loyer annuel de 5 000 € au profit de la commune de Montoir-de-Bretagne. Ce projet fera l'objet d'une autorisation d'urbanisme préalable aux travaux dès que les délais d'information du public seront écoulés. Vu la loi numéro 2015-136 relative à la sobriété et à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition des ondes électromagnétiques, vu le décret 2016-1222 du 9 septembre 2016 relative à l'information locale en matière d'exposition du public aux champs électromagnétiques
et au Comité national de dialogue de l'Agence nationale des fréquences. Vu la loi numéro 2018-10-021 du 23 novembre 2018, loi Elan, visant à faciliter l'implantation des antennes relais. Vu le dossier d'information déposé par la société Free Mobile et mis à disposition du public en mairie de Montoir de Bretagne. Vu l'avis de la commission de travaux du 15 novembre 2023. Vu le projet de bail présenté par la société Free Mobile. Il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir accepter le projet d'implantation d'une antenne relais de la société Free Mobile sur la parcelle AC 463 située au sein du complexe sportif. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le bail d'occupation avec la société Free Mobile pour l'accueil de ces installations de communication électronique sur la parcelle AC 463. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à cette implantation. Merci Bruno. Il était temps que ça se termine. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur le sujet? Il n'y en a pas. Donc je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant concerne le règlement municipal des cimetières, modification. Et c'est moi qui en assure la présentation. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213-9 et suivants, vu le Code des communes, vu le Code pénal et notamment les articles 2215-17, 225-18 et R 610-5, vu le Code civil, notamment les articles 78 et suivants, considérant qu'il est nécessaire d'adapter le règlement des cimetières de la commune aux évolutions récentes, réglementation, adaptation de la gestion des 2 cimetières communaux aux besoins recensés, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir émettre un avis favorable sur les modifications des articles surlignés du règlement municipal des cimetières joints en annexe 5 qui feront l'objet d'un arrêté du maire. Donc vous avez juste un avis favorable à désigner puisque sur la délibération qu'on vous avait envoyée, c'était d'approuver les modifications, mais là c'est d'émettre un avis favorable puisqu'on n'a pas obligation d'approuver ces modifications. Donc je les soumets donc quand même à votre approbation, sauf s'il y a des commentaires ou des observations. Pas de commentaires? Pardon. Non, parce que comme je voyais bavarder, je pensais qu'il y avait peut-être un point. OK, donc je soumets à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant, c'est le rapport d'activité 2022 de la SPL Sonadev, Territoire Public Information. Donc l'article L 1524.5, 7e alinéa du Code général des collectivités territoriales prévoit que les organes délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis par leurs représentants au conseil d'administration des sociétés publiques locales. Ce rapport fait ensuite l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique. Il est précisé que ce rapport d'activité a été adressé au préalable par voie électronique à l'ensemble des élus, qu'un exemplaire papier a été remis à chaque président de groupe politique et qu'il est également consultable au secrétariat général. Donc je m'en assure, est-ce que vous l'avez bien reçu en version papier pour les présidents? OK, je vous remercie. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.1524.5, 7e alinéa, il est donc demandé à l'Assemblée générale de bien vouloir, l'Assemblée municipale, pardon, excusez-moi, de bien vouloir prendre acte du rapport d'activité de la SPL Sonadev Territoire Public pour l'exercice 2022. Et vous avez le rapport d'activité en annexe 6. Le sujet suivant, compte-rendu des décisions, article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. En l'application de la délégation qui m'a été donnée par le conseil municipal du 10 juillet 2020 et en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, je vous rends compte des décisions qui ont été prises. Alors, est-ce que je vous les fais approuver en bloc ou vous voulez que je vous les énumère? Je vois Pascal bailler, donc ça veut dire que on les valide en bloc. Est-ce que vous êtes d'accord? Autrement, je pense que voilà, c'est pour économiser ma voix aussi. Donc je vous remercie de votre gratitude par rapport à ça. Et puis, de toute façon, elles sont projetées à l'écran. Non, elles ne sont pas projetées à l'écran, si. Et vous les avez en annexe. Eh bien, nous avons épuisé notre ordre du jour.
Je vous remercie de votre participation active. On corrigera l'histoire du PV qu'a relevé Joël et on te donnera le RSU comme il faut quand on l'aura reçu. Je remercie une fois de plus la présence de nos journalistes qui font un excellent travail, enfin nos correspondants locaux, parce qu'on ne doit pas dire journalistes. Bon, enfin, ils font un excellent boulot. Et puis je remercie notre vidéaste aussi qui nous accompagne. Et puis je vous dis au mois prochain et je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. Et prenez soin de vous.